Qui veut vraiment être riche et en santé? C'est une question qui se pose. Plusieurs personnes peuvent dire spontanément qu'elles veulent parvenir à la richesse et à la santé, mais qui veut vraiment? Parce que ça implique des actions. Ça peut impliquer aussi de faire certains efforts pour y arriver. Et là, il y a sans doute beaucoup de personnes qui vont décrocher, puis c'est correct aussi, chaque personne a à vivre ses choses. Mais l'important, c'est de ne pas se mentir, d'être honnête envers soi-même. Dans le sens que pour parvenir à la richesse, il y a des choses qui peuvent être faites, notamment dans le domaine de l'investissement financier, et parvenir à la santé aussi, en termes d'alimentation, d'activité physique. Dans certains cas, pour favoriser la santé, ben, c'est de pratiquer le jeûne de manière ponctuelle pour que l'organisme puisse se nettoyer de ses imperfections. Comme par exemple, si dans un organisme, il y a des cellules qui présentent justement des imperfections, des cellules cancérigènes, ben, ça se peut que le jeûne soit une façon des éliminer à travers le mécanisme naturel qui s'appelle l'autophagie, c'est-à-dire que l'organisme privé de nourriture extérieure à lui-même va se dévorer de l'intérieur, mais par rapport aux éléments dysfonctionnels. Et faire le jeûne, c'est en contre-courant par rapport à la société actuelle qui met l'emphase sur la consommation, voire la surconsommation de nourriture. Donc, les industriels dans le secteur agroalimentaire ont tout intérêt à ce que les gens mangent de plus en plus en grande quantité de manière à augmenter le profit qu'ils vont faire au fil du temps. Et c'est un petit peu normal d'une perspective capitaliste, mais pour être en santé, objectivement parlant, il faut être capable d'aller au-delà de ça. Et pour y arriver, c'est pas donné à tout le monde. Et je me suis intéressé à beaucoup de choses au fil du temps, notamment par rapport à qu'est-ce qui peut favoriser la santé au niveau physique, santé mentale, mais également la santé financière, notamment à travers l'investissement. Et j'ai constaté qu'au fil des mois, naturellement, il y a très peu de visionnement à l'égard de mes chroniques à caractère financier, mais je continue, je persévère là-dedans. Pourquoi? Ben, parce qu'à la base, je le fais pour moi. Je le fais pas, ces chroniques-là à caractère financier pour sauver l'humanité. Mais le simple fait de parler de choses qu'on étudie à voix haute, ça permet de les intégrer davantage. Et sur ce principe tout simple, tout bébête, bien, c'est pour ça que j'aborde ce type de sujet-là. Mais en tant que tel, par rapport à des gens sur le web qui écoutent mes capsules ou des gens de mon environnement immédiat qui s'intéressent vraiment, s'enrichir, c'est très rare. Même chose pour être en bonne santé. Moi-même, si je t'auto-critique avec moi-même, est-ce que je fais toutes les choses à apporter dans ma mesure de ce que je peux faire pour favoriser ma santé ou mon enrichissement? La réponse, c'est non, parce que c'est pour arriver à ces choses-là, c'est très exigeant. J'écoutais des enregistrements que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube d'Éric Simard, qui est un docteur en biologie québécois, qui expliquait que par rapport aux jeunes, ben lui, de ce que je comprenais de son propos, parce que c'est deux choses entre ce que quelqu'un dit puis qu'est-ce qu'on comprend. Là, des fois, il peut y avoir un écart entre les deux. Pour ça, j'apporte cette petite nuance. Bon, mais il expliquait que quelqu'un qui fait, par exemple, un jeûne de quelques jours à tous les changements de saison, ça peut être une bonne façon de favoriser la santé de son corps. Est-ce que je le fais à toutes les saisons? La réponse, c'est non. Récemment, j'ai fait un jeûne d'à peu près une journée et trois quarts. C'est mieux que rien. Mais dans le fond, quelqu'un qui veut une santé optimale sur le plan physique, il y a des actions à faire. Puis c'est sûr que pour ce qui est de la longévité ou vieillir en santé ou réduire les effets néfastes du vieillissement, qu'est-ce qui peut être fait? Les deux éléments très simples que j'ai trouvés au fil du temps qui ne coûtent pas d'argent. Donc, c'est de pratiquer le jeûne
puis également l'activité physique. Et ça, c'est des choses millénaires. Donc, c'est très différent là, qu'est-ce que vont faire certaines personnes. Prenons par exemple Brian Johnson aux États-Unis. C'est un homme qui est multimillionnaire, qui dépasse environ 2 millions de dollars par année pour favoriser de rester jeune longtemps. Lui, c'est sûr qu'il vise à parvenir à l'immortalité sur le plan biologique. On est très loin du jeûne et de l'activité physique seulement. Là. Donc, lui, il a un paquet de suppléments alimentaires qu'il utilise, qui présente dans des vidéos qui servent à faire la promotion là, par rapport à son plan d'action, son blueprint. Mais c'est ce que je voulais dire aussi, à travers l'enregistrement d'aujourd'hui, c'est que parvenir à la richesse puis à la santé sur le plan physique, c'est pas compliqué tant que ça. C'est juste que ça demande essentiellement une grande discipline. Pour ce qui est de la richesse, ben, il y a beaucoup de choses qu'on achète en société qui, d'une perspective, dans le fond, de base, perspective utilitariste, c'est inutile, ou très peu d'utilité. Pour parvenir à la richesse, entre autres, il faut sortir de l'hypnose générale, de la masse, où on est programmé à travers notamment l'exposition de publicité qu'on peut voir dans des bulletins de nouvelles ou des émissions à télévision, ou si vous écoutez plus la télévision, vous écoutez des vidéos sur YouTube, que vous êtes exposé. Dans le sens qu'on est constamment sollicité, il faut faire la distinction entre des désirs et des besoins. Puis souvent, l'ironie du sort, c'est de vivre avec un certain niveau de privation. C'est plus simple pour la santé au niveau physique que de trop grande quantité. Si on le prend par exemple en ce qui concerne l'alimentation, nos corps sur le plan biologique, parce que au fil des ans, ben, j'ai découvert sur le web notamment là, des conférenciers, des penseurs qui vont tous dans la même direction, que ce soit l'historien Yuval Noah Harari. Ensuite, il y a Olivier Babot. Vous pouvez retrouver beaucoup de vidéos sur YouTube qui vont tenir à peu près le même discours, c'est-à-dire que nos corps biologiques sont programmés pour être plus efficaces dans une situation de pénurie de nourriture que de trop d'abondance. Puis la nourriture aujourd'hui coûte cher avec l'inflation des dernières années, notamment au Québec, au Canada, mais un peu partout dans le monde, ça a augmenté beaucoup. Ce qui veut dire que si les gens mangent moins mais mangent mieux, pratiquent le jeûne intermittent, ils vont avoir sans doute plus d'argent pour pouvoir investir, pour acquérir des actifs qui vont leur permettre de s'enrichir. Et là, on peut tomber dans des cercles vertueux. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort de la surconsommation, c'est difficile, là. Je dis pas que c'est facile, puis est-ce que j'en suis totalement sorti? La réponse, c'est non. Dans le sens que je vis au Québec, puis des fois, je m'observe avec un regard très critique, puis je consomme des choses qui sont inutiles. Donc, je veux pas non plus, dire que que je suis au sommet de la pyramide là, dans le domaine parce que ce serait malhonnête de ma part. Mais j'ai écouté récemment l'humoriste québécois Jean-Marc Parent, puis je trouvais intéressant sa vidéo. Il passait à la télévision sur les ondes de TVA. Puis il parlait du fait qu'il a été déclaré atteint du diabète. C'était par rapport à un spectacle d'humour qu'il donnait alors qu'il avait 62 ans. Et puis il racontait un petit peu son rapport avec la crème glacée. Je trouvais ça intéressant parce que récemment, ben, il fait chaud, on est l'été. Au moment où je vous parle, on est rendu au mois de juillet de l'année 2026. Donc, lorsque des températures entre 25 30 degrés Celsius ou même un peu plus, des fois, c'est agréable de manger de la crème glacée pour se rafraîchir. Et c'est la même sorte de crème glacée qui parlait que je mange, la Quaticook. Donc, crème glacée très agréable au goût. Puis, il parlait un petit peu du dilemme. C'est-à-dire que d'un côté, son médecin lui a dit qu'il est atteint du diabète,
donc diabète de type 2 de ce que j'en comprenais. Il y avait un taux de sucre entre 5 et 9. Là, il fallait qu'il fasse baisser son taux de sucre dans le sang. Et pour ça, ben, diminuer la consommation d'aliments comportant du sucre, donc notamment la crème glacée. Par contre, le dilemme qu'il y a à vivre, ben, la crème glacée, c'est très agréable au goût, c'est très addictif. Et puis récemment, ben, j'en faisais des observations là, par rapport à ma jeune fille qui est âgée d'environ 3 ans et demi. On a commencé à lui donner de la crème glacée il y a quelques semaines et je vous dirais qu'elle va courir pour avoir de la crème glacée là, rendu au moment du dessert. Elle va courir chercher une cuillère. Elle va vouloir qu'on aille chercher le contenant de crème glacée. Elle devient les yeux tout grands, tout sourire pour avoir de la crème glacée. Pourquoi? Parce que la crème glacée comporte du sucre en grande quantité, puis nos organismes sur le plan biologique sont programmés pour aimer le goût du sucre. Donc, on est préprogrammé pour aimer le goût du sucre. Pourquoi? Parce que, à l'égard de nos ancêtres, historiquement, de manger du sucre en grande quantité, c'était gagnant. Donc, c'est un goût qui est naturel, qui est spontané, que la plupart des êtres humains ont pour le sucre. Sauf que dans un contexte d'abondance et de surconsommation, le fait d'être accro au sucre, à la différence d'un contexte de survie se rapportant à nos ancêtres où ils ne mangeaient pas à tous les jours, les chasseurs-cueilleurs, fait en sorte que le même élément, le sucre, est inapproprié dans le contexte présent, qu'on soit autant accro au sucre que nos ancêtres, étant donné qu'on y a accès en grande quantité. Tandis que quand le sucre est rare, bien, c'est approprié d'aimer le sucre en particulier parce que c'est rare. Donc, tout est une question de contexte. Et le drame humain que nous vivons, c'est que nos corps biologiques sont de moins en moins adaptés à l'environnement dans lequel nous nous trouvons à travers les changements de la société humaine, de la civilisation, du développement de la technologie. Passer une journée assis à travailler devant un ordinateur, c'est quelque chose qui, à mon avis, a un non-sens au regard du mode de vie de nos ancêtres, ou ce qui bougeait physiquement. Et comme on vient d'un monde de pénurie et de rareté, comme l'explique souvent Olivier Babot dans ses enregistrements, ben, nos organismes sont faits pour être paresseux puis faire de l'économie d'énergie parce que l'énergie est rare. Comme le sucre dans le passé était rare, là. Avant l'ère industrielle, le sucre, on le retrouvait dans quelques fruits, qu'on, les êtres humains mangeaient, mais il n'y avait pas des tartes, il n'y avait pas toute la crème glacée comme aujourd'hui, puis un paquet d'ingrédients remplis de sucre. C'était quelque chose de rare. Et nos organismes, pour, dans le fond, composer avec un contexte de pénurie d'énergie, ben, les êtres humains évitaient de faire de l'effort autant physique qu'intellectuel parce que le cerveau va consommer à peu près 20% des calories. Donc, c'est très énergivore, le fonctionnement cérébral. Ce que ça a comme effet pervers à l'époque actuelle avec le développement de l'intelligence artificielle, ben, c'est que les êtres humains vont demander à ce que l'intelligence artificielle fasse le travail intellectuel totalement à leur place. Donc, au lieu de réfléchir par eux-mêmes, ils vont demander à la machine de réfléchir. Puis pour ce qui est de l'activité physique, ben, au lieu de bouger, ben, les gens vont passer le temps à être assis devant des écrans. Pourquoi? Ben, il faut, à quelque part, aller à l'encontre un petit peu de sa nature, la tendance à l'économie d'énergie, autant physique qu'intellectuelle, pour être capable d'utiliser pleinement ses capacités et d'être en santé. Donc, et ça, c'est pas évident. Le dilemme que les êtres humains ont aujourd'hui, c'est de composer avec l'accès facile à du sucre en grande quantité, un paquet de denrées facilement, sans pour autant, dans le fond, voir sa santé dégradée. Donc, c'est un tour de force. Puis j'aimais bien le gag de Jean-Marc Parent puis son dilemme avec la crème glacée. Parce que d'un côté, il aime la crème glacée, mais en même temps, il est atteint du diabète puis il doit diminuer sa consommation de sucre. Alors, que faire? Ben, il y a une dimension
que j'explore présentement en lien pour les gens qui s'intéressent à l'astrologie. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je suis toujours dans cette dynamique-là, donc je ne peux pas parler des autres dynamiques d'une manière aussi détaillée. C'est une dimension de la sagesse liée au signe du Capricorne associé à la planète Saturne. Pour les gens qui s'intéressent sur le plan astrologique, c'est très différent là, par rapport à Jupiter qui est expansif, tandis que Saturne, c'est une planète qui fonctionne très lentement, qui est en lien avec des structures, donc des gens qui vont se priver, comme par exemple se priver de manger de crème glacée, de manger en trop grande quantité pour épargner, pour la retraite. Donc des choses comme ça, là. Ça, c'est vraiment la dynamique saturnienne que j'explore, que je vis dans ma vie, que j'étudie. Chacun a à vivre sa vie, là. Il y a des gens qui ont une dynamique plus en lien, par exemple, avec la planète Mars. Mars, c'est quoi? C'est la spontanéité, c'est la rapidité, des mouvements très rapides. Tandis que moi, je fonctionne avec des mouvements en général très lents, de choses que j'ai à faire, que ça peut s'échelonner sur plusieurs jours, plusieurs semaines. J'apprends à développer la patience. Je suis dans un univers très structuré. Tout ça pour vous dire quoi? Ben, qui veut vraiment être riche puis veut vraiment être en santé, c'est très rare. Et dans le fond, ce que je réalisais, c'est que aujourd'hui, il existe beaucoup d'informations là, sur le web. J'écoute régulièrement là, une grande quantité de conférenciers sur YouTube qui donnent beaucoup de contenu là, gratuitement là, pour favoriser autant sa richesse sur le plan financier que sur par rapport à avoir une santé puis une vie qui est riche, là, remplie d'expériences agréables. Encore là, agréable peut être sujet à discussion parce que comme je le parlais il y a quelques instants, ben ça peut être agréable de manger de la crème glacée, mais si on en mange trop en très grande quantité, ça se peut que ça ne soit pas être agréable d'être atteint du diabète de type 2. Donc, l'agréabilité est discutable. Quelqu'un qui est adepte du jeûne, par exemple, intermittent, puis qui a une plus grande clarté mentale lorsque la personne vit le jeûne, on peut dire que c'est agréable. Ou quelqu'un qui prend un bain dans de l'eau froide ou une douche d'eau froide, puis ça mène à la sécrétion massive d'endorphines. On peut dire que dans un sens, c'est agréable parce que ça amène la sécrétion de produire une hormone qui favorise un état de bien-être. Mais en même temps, on peut dire que c'est un désagrément parce que le contact de l'eau froide sur la peau qui gèle, c'est pas, dans un sens, c'est pas agréable, mais en même temps, c'est agréable. Fait que vous voyez, c'est un petit peu paradoxal tout ça, là. Mais tout ça pour vous dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque actuelle, on peut avoir accès à de l'information, à des données, des outils pour favoriser autant sa richesse que sa santé, mais c'est pas tous les gens qui vont en tirer profit. Puis s'ils en tirent profit, ils ne font pas nécessairement tous et toutes intelligemment. Tout est en fonction de chacun. Mais ce que j'en viens à conclusion, naturellement, c'est mieux vaut être riche et en santé qu'être pauvre et malade pour pas trop souffrir dans notre société. Des fois, on en regarde le côté contraire de certains adages, de certains aphorismes, donc de petites pensées. Donc, il y a quelques semaines, j'ai une tante qui est décédée. Puis là, j'ai été à son enterrement. Puis, en fait, juste quelques semaines, plusieurs semaines, elle s'est fait enterrer là, lors de l'été au cimetière. Donc, il fallait que la neige soit fondue, le sol dégelé. Et puis, j'observais sa vie. Ça a été une tante qui a été très malade, a été atteinte entre autres d'épilepsie, problèmes de santé mentale, problèmes aussi neuronal qui a fait en sorte qu'elle a de la difficulté à se déplacer par elle-même. Elle a passé environ au moins 16 ans à CHSLD. À l'origine, elle voulait être une religieuse et donc par rapport à elle, ben, elle voulait, mais là, c'est ça, c'était à une autre époque qu'elle provient que la mienne, là, naturellement. Là, elle est morte à 80 ans.
Quand elle était jeune, elle voulait devenir une religieuse, mais comme elle était trop malade, elle a été refusée pour devenir une religieuse. Et puis, elle a été malade pendant l'essentiel de sa vie. C'est sûr que puis elle a eu des funérailles chrétiennes catholiques. Puis, le fait qu'elle a passé sa vie à croire en Dieu, prier Dieu, elle était dans le catholicisme, le christianisme, elle croyait beaucoup en Jésus. Ça a été sans doute une des variables qui a fait qu'elle a vécu longtemps, dans le sens que pour un catholique, mourir dans la dignité, autrement dit, pratiquer l'euthanasie pour des gens qui ont des problèmes de santé irréversibles, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Donc, la personne va préférer souffrir que d'être euthanasiée parce que, d'une perspective religieuse, dans certains cas, c'est interprété comme étant d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, puis c'est seulement Dieu qui décide du moment que la personne vit ou qu'elle meurt. Donc, elle a passé une bonne partie de sa vie en résidence de personnes âgées, après avoir été en famille d'accueil, à la merci des gens. Des fois, elle avait envie d'aller aux toilettes, puis elle sonnait la cloche, puis il n'y a pas quelqu'un qui arrivait nécessairement tout de suite. Puis jusqu'au moment de sa mort, je me suis dit, à un moment donné, il y aura peut-être un développement spectaculaire dans sa vie, dans le sens que si elle passe son temps à prier Jésus, puis à prier Dieu, peut-être qu'à un moment donné, elle va retrouver miraculeusement la santé, ses capacités vont s'améliorer. Mais non, il n'y a pas eu de miracle par rapport à sa condition. Autant physique que psychologique s'est dégradé avec le temps. Puis comme beaucoup de personnes, elle est morte à 80 ans. Donc quand les gens avancent en âge, des problèmes de santé chronique souvent vont s'installer, puis la personne va mourir. Puis je regardais sa vie avec le recul, et puis je regardais aussi par rapport aux religieux qui ont célébré sa baisse à l'égard du discours qu'il a prononcé, parce que là, ça devenait une situation qui n'était pas évidente par rapport à sa vie, dans le sens que souvent, on écoute des films, on va aimer que la personne, sa condition s'améliore avec le temps, qu'il y a un développement dans le sens que bon, la personne est malade, elle retrouve la santé, ou la personne elle devient quelque chose. Il y a une transformation, là, c'est-à-dire qu'elle passe d'être humain normal, puis elle devient une religieuse, puis elle a un parcours mystique ou quelque chose comme ça. Mais non, il n'y a rien eu de spectaculaire dans son cas. Il n'y a pas eu de développement à la Walt Disney où elle allait parvenir à une guérison miraculeuse. Non, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Puis, en observant ça, ben, ça m'a ramené à, premièrement, pas surinvestir la religion ou les croyances religieuses, parce qu'en bout de piste, ces croyances religieuses ne l'ont pas guéri de sa maladie. Puis la spiritualité, pour les gens qui attendent une guérison miraculeuse de Jésus, de Dieu, ou peu importe, peuvent attendre longtemps. Mais est-ce qu'elle voulait vraiment guérir de ses problèmes de santé? Ça, c'est une autre question, parce qu'on peut projeter des attentes que nous, on a si on serait dans la situation d'une autre personne, mais tant qu'on n'est pas dans sa peau, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'elle veut vraiment ou vraiment pas. On peut avoir des préjugés. On peut se dire, ben là, c'est quelqu'un qui est aussi limité dans son fonctionnement, dans le fond, qui n'est pas autonome. Elle devrait normalement vouloir soit guérir ou sinon mourir dans la dignité, mais puis une guérison miraculeuse ou sinon l'euthanasie. Mais par rapport à la façon que la personne vit puis elle observe les choses, c'est peut-être pas ça qu'elle veut. Parce qu'on peut faire ce qu'on appelle la projection, un mécanisme psychologique qu'on peut avoir.
Mais je me suis dit que, bon, en ce qui me concerne, je veux pas avoir la même vie qu'elle. Je veux avoir une vie où ce que je suis en santé, autant physique que financière, avec une certaine prospérité financière, puis j'agis en conséquence. En fait, si elle était, pardon, on va essayer de bien parler, si elle était devenue une religieuse, il aurait fallu qu'elle fasse vœu de pauvreté, parce que le vœu d'obéissance, de chasteté, puis de pauvreté. Mais si une personne fait de vœu de pauvreté puis en veut communauté, ben, elle devient merci à la communauté des religieuses. Donc, à ce moment-là, ben, dans un sens, c'est une forme de piège. Par contre, la personne qui investit à la bourse l'essentiel de son argent, ben, elle devient à la merci de la bourse. Fait que dans un sens, si la bourse plante ou elle a des problèmes puis il y a des baisses importantes, ben, elle devient à merci de ça. Donc, la liberté totale n'existe pas. Et puis, j'observe les choses de plusieurs perspectives. Je me suis beaucoup intéressé à la bourse intensivement, mais en même temps, ben, ça a ses limites aussi, comme la personne qui est à fond dans le vœu de pauvreté, ça a ses limites. Pourquoi? Parce que si on surinvestit quelque chose, puis cette chose nous fait défaut, on est dans le pétrin. Il y a plusieurs années, ce qui m'avait fait, entre autres, réfléchir, ça avait été lors d'une consultation d'un urologue en lien avec un problème de peau que j'ai, euh, qui m'avait dit, ben c'est sûr que de nouveau, mon urètre pourrait se reboucher partiellement. Et à ce moment-là, ben, il faut, comme on dit, il faut se préparer au pire tout en espérant le mieux. Donc, c'était l'aphorisme, la petite pensée qu'il m'a partagée, un peu comme un philosophe. Puis en effet, se préparer au pire, ben, c'est d'avoir de l'argent de côté parce que lui, il est au privé. Fait que si mon père, ça va me coûter un certain nombre de milliers de dollars. Donc, il me dit, ben, il faut que tu aies l'argent qui soit prêt. Puis eux autres, au privé, ben, comme j'avais été opéré, ben, il faut que tu payes l'argent pour être opéré. Puis par la suite, ils t'opèrent parce que les autres ne veulent pas se ramasser et être pris à courir auprès de personnes qui sont insolvables ou qui n'ont pas l'argent pour payer. Donc ça, c'est le système capitaliste dans lequel on vit présentement. Et se préparer au pire, c'est quoi? Ben, c'est de partir du principe que le système de santé au Québec laisse à désirer. Puis, est-ce que ça va s'améliorer dans l'avenir? C'est très incertain. Moi, j'ai tendance à penser que ça va continuer à se dégrader compte tenu du fait que la population est vieillissante au Québec et qu'il n'y a pas de planification du gouvernement pour augmenter nécessairement les ressources du réseau de santé par rapport à une population qui va avoir plus de besoins en matière de la santé parce que plus que les gens avancent en âge, plus qu'habituellement les gens sont malades, donc plus qu'ils ont besoin de ressources en matière de santé. Mais le vieillissement en tant que tel, comme on le connaît, c'est-à-dire que la multiplication du nombre de centenaires, de gens qui atteignent l'âge vénérable de 100 ans à la surface de la planète, c'est un phénomène qui est totalement nouveau sur le plan historique. Dans le sens que par rapport à l'histoire de l'humanité, pour ce qui est des derniers millénaires, c'était pas courant, c'était pas coutume. D'ailleurs, j'ai écouté un reportage en lien avec le cancer de la peau par rapport à l'ancienne animatrice vedette, en fait, je devrais dire lectrice de nouvelles de TVA, Sophie Thibault, qui parlait de son cancer de la peau ouvertement pour conscientiser les gens par rapport à ça. Dans le reportage, il y avait un spécialiste qui expliquait que dans un contexte où les êtres humains vivaient 40 ans, qui avaient 40 ans d'espérance de vie, la question du cancer de la peau se posait pas vraiment parce que puis de se mettre de la crème solaire parce que les gens vivaient pas assez longtemps pour qu'il y ait des développements importants ou majeurs par rapport à ça, bien que naturellement des gens en bas de 40 ans peuvent être atteints du cancer de la peau, là, c'est pas ça le point.
c'est que le point, c'est que le cancer de la peau s'installe souvent avec le cumul de l'exposition aux rayons UV ultraviolets, qui sont néfastes pour la peau, et que c'est sur plusieurs décennies que l'usure cumulative de la peau peut amener de la peau à muter puis à générer des cellules qui sont cancérigènes là, par rapport à la peau. C'est un problème de société, puis les gens sont pas assez conscientisés là, à l'égard de ça. Là, c'est ce qui a été véhiculé dans le reportage. Le reportage, je l'ai écouté il y a plusieurs semaines, mais j'en ai gardé en tête certaines informations étant d'intérêt général. Ça a été une bonne idée de véhiculer ce reportage-là. Je pense que c'était au début du mois de juin, avant les gens commencent plus à aller au soleil ici au Québec. La température se réchauffe davantage, donc en vue de la saison estivale. Mais en même temps, c'était un petit peu ennuyeux comme reportage parce que, dans le fond, ce que ça donne comme message, ben, c'est éviter d'être exposé directement au soleil. Le soleil est dangereux. C'est un petit peu... Moi, l'été, traditionnellement, au fil des ans, ben, j'aimais prendre des bains de soleil. Mais avec objectivité, puis bon, en écoutant le reportage, il y avait différentes séquences qu'on nous présentait. Je suis obligé d'admettre que oui, en effet, le soleil est néfaste pour la peau, dans le sens que ça va faire vieillir prématurément la peau à une exposition importante au soleil. Dans le reportage, on voyait une personne qui était conductrice de camion et qui avait à peu près la moitié du visage qui était exposé au soleil en lien avec ses transports par camion et l'autre pas. Là, on voyait que la partie du visage qui était exposée au soleil, la peau était plus ridée, plus asséchée que l'autre parcelle de son visage, ce qui permettait de confirmer la théorie qu'en effet, l'exposition au soleil peut être néfaste. Puis c'est sûr que d'écouter ça, ben, ça allait à l'encontre, entre autres, de ce que j'avais étudié à travers notamment la philosophie du jovialisme avec le philosophe André Moreau, qui raconte dans plusieurs de ses conférences qu'il a passé sa vie à prendre des bains de soleil, qu'il n'a jamais eu peur du soleil. Pour lui, le soleil, c'est pas une menace. Et donc, qu'il n'a jamais développé de problème de peau, de ce que je comprenais de cancer de la peau, en dépit de tout ce qui a été véhiculé là, dans les médias. Pour lui, il n'y arrive à un homme que ce qui lui ressemble. Donc, il y a une dimension constitutive dans le rapport qu'on a aux éléments ou aux événements, j'en doute pas, dans le sens que notre conscience va avoir une incidence sur notre peau. On est séparé de rien. Donc, naturellement, il y a une variable subjective, mais il y a d'autres éléments aussi. Puis là, où ce que j'en suis en 2026, je vous dirais, là, j'ai arrêté de prendre des bains de soleil, puis je reste plus à l'ombre, suite à l'écoute de ce reportage-là. Par contre, je suis d'avis qu'il y a quand même une modulation, si on peut dire, sur le plan de l'épigénétique de nos pensées ou nos états d'être par rapport à nos différents systèmes biologiques, que ce soit notre peau, nos reins, nos intestins, notre cœur. Ça, je dis pas le contraire, mais c'est tout le temps une question de dosage. Donc, là, ça devient délicat. Mais le point aussi que je voulais faire à travers cet enregistrement-là, c'est que pour être en santé, ben, des fois, ça nous amène à changer des comportements. Puis souvent, les comportements les plus difficiles à changer, un peu comme l'image de Jean-Marc Parent puis son rapport à la crème glacée que j'abordais tantôt, ben, c'est par rapport à certaines choses comme ça. À quel point on est prêt à se priver pour avoir une meilleure santé. Ça me fait penser aux gens qui, dans l'optique de vieillir en santé, vont prendre de la médication qui va tout simplement servir à imiter l'autophagie de l'organisme en coupant le mécanisme de la faim de manière temporaire.
Donc, des gens qui payent pour, sur le plan de la médication, puis là, je l'ai perdu de mémoire, mais il y a une substance en particulier que les gens vont payer pour acheter des pilules qui vont tout simplement servir à couper la faim pour tirer profit des bénéfices naturels du jeûne sans avoir à faire le combat entre le fait de ressentir la faim puis d'être capable de supporter ça, de contenir ça pour moins manger. C'est comme par exemple par rapport à l'Ozempic. Donc l'Ozempic, c'est a été un sujet qui a été abordé beaucoup dans l'actualité sur le plan médical en Occident. Parce que pour beaucoup de personnes, pour les gens qui sont atteints de diabète ou de surpoids, ben c'est vu comme étant la pilule miracle. Par contre, elle a des avantages et des inconvénients comme toute chose. Si on développe une pilule qui coupe le signal de la faim, oui, c'est bon parce que la personne va arrêter de manger des choses qui peuvent être caloriques, des choses qui sont trop salées, trop sucrées. C'est sûr que si la personne arrête massivement de manger de la crème glacée en trop grande quantité, puis est diabétique, puis ça diminue son taux de sucre dans le sang parce qu'avec le temps, l'organisme s'use, puis il a de la difficulté à absorber la quantité de sucre. Mais oui, ça peut être bénéfique. Par contre, en contrepartie, si le signal de la faim est coupé, puis elle arrête de manger de l'alimentation qui va l'amener à être en situation de dénutrition, c'est problématique. Pourquoi? Ben, la personne va se ramasser en carencé, en vitamine C, vitamine D, vitamine E, etc. Elle n'a pas le signal de la faim. Donc, elle n'aura pas le goût de s'alimenter adéquatement. Donc, d'ailleurs, c'est le cas de certaines personnes âgées qui avancent en âge, qui, étant donné que la perception du goût, malheureusement, comme l'audition, va avoir tendance à se dégrader avec le temps. Donc, si la personne elle mange et elle ne goûte pas grand-chose, c'est moins goûteux que ça pouvait être par rapport à ses papilles gustatives autrefois. Mais qu'est-ce qui va arriver avec le temps? C'est qu'elle va avoir moins de goût de manger, elle va moins savourer, goûter les éléments, ce qui fait en sorte que si elle mange moins, ben, elle peut se couper d'éléments nutritifs qui va faire qu'elle va se ramasser progressivement en situation de dénutrition. Puis elle va être carencée par rapport à certaines choses, puis ça va affecter son fonctionnement à la fois sur le plan physique, moins d'énergie pour bouger, se déplacer, sa mobilité physique, mais aussi psychologique. Pourquoi? Ben parce que le cerveau, comme je le nommais tantôt, consomme à peu près 20% du sucre. C'est très énergivore, là. Je dis du sucre, mais en réalité, 20% des calories, le cerveau. Fait que tout ça, c'est très délicat. Mais avec le temps, je persévère dans mes études de la santé, autant physique que financière. Puis j'utilise ma chaîne YouTube comme lieu, entre autres, d'intégration. Là, je vous partage des choses que j'ai intégrées au fil des jours, des semaines, des mois. Je continue mon chemin là-dedans. En fait, souvent, ce que je réalise, c'est que les gens sont pris pour parvenir à la santé, autant physique que financière, que d'être en situation de combat puis de lutte par rapport à des programmations. L'une des luttes de programmation que j'abordais il y a quelques instants, c'est celle par rapport au sucre. On est programmé pour aimer manger du sucre en grande quantité ou manger gras ou manger sucré, salé. Puis toutes ces programmations-là peuvent engendrer des problèmes de santé. Trop de sucre, ça peut engendrer le diabète. Ensuite, si c'est trop gras, problème de cholestérol, les artères cardiaques peuvent boucher. Trop salé, hypertension. Donc, les mots de civilisation moderne. Donc, par rapport aux problèmes de santé chronique qu'ont beaucoup de personnes en Occident, ben ça tourne pas mal alentour de ça. Quand on regarde ça, on étudie ça. Pourquoi? Ben parce qu'on est programmé pour aimer certaines choses en relation avec un contexte où ce que c'est adapté, mais comme le contexte a changé, mais pas la programmation au même rythme, ben c'est là que ça devient problématique. Sauf que le corps biologique n'a pas évolué au même rythme que la société humaine. Ça, c'est un grand drame.
dans le sens que les corps biologiques seraient adaptés par rapport au mode de vie grandissant d'un certain nombre de personnes. Les frères ressemblaient à ce que certains appellent les extraterrestres petits gris, dans le sens que la personne passe de plus en plus de temps à regarder des écrans d'ordinateur, donc logiquement, les yeux devraient être plus grands pour être capables de capter une plus grande quantité d'informations, un peu comme les extraterrestres qui sont dépeints par certains expérienceurs avec des grands yeux. Ensuite, comme la personne passe beaucoup de temps devant l'ordinateur et elle ne fait pas de sport, ben, elle devient squelettique. Les muscles ont tendance à s'atrophier, ce qui est le cas des petits gris. Puis comme elle est devant l'ordinateur à l'intérieur et non pas à l'extérieur, bien, elle devient avec la peau blanchâtre. Elle n'a pas une peau bronzée. Quelqu'un qui passe son temps chez eux, à avoir un mode de vie un peu comme les otaku au Japon, donc des jeunes qui ont décidé de passer leur temps à jouer à des jeux vidéo, à regarder des téléséries de manga. Des gens qui vont avoir un mode de vie où ce que leur quotidien se résume à être dans un logement assis devant un ordinateur essentiellement. Là. Donc, c'est ça. Mais je n'ai pas envie de ressembler à un petit gris, là, naturellement, là, mais c'était juste pour vous dire à quoi ça pourrait ressembler. C'est sûr que certains émettent l'hypothèse que les extraterrestres petits gris seraient tout simplement des êtres humains qui ont mal tourné au cours d'une grande période de siècles et qui vont chercher à récupérer des éléments génétiques en lien avec notre espèce qui est compatible avec la leur dans des fins d'hybridation, puis de retrouver des capacités qu'ils ont perdues au fil du temps. Donc, c'est sûr qu'en effet, c'est une possibilité. Mais je n'irai pas plus loin là-dedans. Là. L'objectif de l'enregistrement présent, c'est pas de faire une chronique d'ufologie, mais de revenir sur le sujet de la santé puis de la richesse financière. Richesse financière, ben, pour y arriver, c'est souvent aller à contre-courant de la société de consommation, de surconsommation. On est bombardé de publicité pour acheter des biens de toutes sortes, que ce soit des téléphones intelligents de plus en plus performants, des automobiles. Puis pour lutter contre ça, ben, c'est de vivre en fonction de ses besoins. Moi, à la base, un téléphone cellulaire, c'est pour me permettre en cas d'urgence, si par exemple je suis sur la route, d'appeler la police si j'ai un accident d'automobile pour faire le constat de la situation problématique ou d'appeler un remorqueur pour l'auto si mon auto est enlisée dans la neige à quelque part. Là, essentiellement, la base du cellulaire, la façon que je vois ça, c'était pas pour aller sur Internet, envoyer des milliers de photos avec une haute résolution, puis même chose pour tourner des films. Donc, le vêtement, dans ma perspective, c'est sûr que c'est une perspective très austère. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça ne plaira pas, mais le vêtement, c'est pour se protéger du froid ou de la chaleur. Mais c'est pas. C'est ça avant la fonction esthétique, puis la mode. La mode dans les sociétés occidentales est faite par rapport à un concept de destruction créatif schumpeterien dans le sens qu'on détruit volontairement des vêtements pour en créer d'autres avec différents concepts visuels pour amener les gens dans une dynamique continuelle de consommation. Donc, la destruction créative sert à générer constamment des nouveaux produits pour remplacer les produits anciens. Puis, il y a l'obsolescence programmée, c'est-à-dire planifiée de manière à ce que les produits deviennent tout le temps périmés. Même chose pour les téléphones intelligents. Dans le sens qu'après un certain temps, je pense à une personne de mon environnement, elle voulait installer une application sur son téléphone intelligent et c'était pas possible. Là, je lui ai expliqué que l'obsolescence programmée est faite de manière en sorte que les nouvelles applications ne puissent pas être mises sur des téléphones intelligents qui datent d'un certain nombre de temps, qu'il y ait une incompatibilité qui est voulue de manière à ce que tu achètes un nouveau téléphone intelligent qui soit davantage à jour pour pouvoir y mettre de nouvelles applications. Puis là, acheter un nouveau téléphone intelligent qui a pu mettre l'application qu'elle voulait mettre. Bon, ça, c'est un exemple concret. Mais c'est sûr que si on se met à la place de la compagnie qui fait des téléphones intelligents, si elle a vu d'en vendre constamment, elle a intérêt qu'au bout d'un certain nombre de mois ou d'années,
l'appareil qu'elle a vendu fonctionne au ralenti pour forcer son propriétaire à en acheter un neuf. Et le rapport de force que j'ai présentement par rapport à l'ordinateur que je possède, un ordinateur de l'année 2017, c'est qu'avec le temps, naturellement, avec les mises à jour qui se font, l'ordinateur fonctionne de plus en plus au ralenti, progressivement au fil des mois, des ans. Puis ma curiosité, c'est de voir combien de temps je vais être capable de tenir avant de changer l'ordinateur. C'est ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif, naturellement, c'est pas que la personne ait un ordinateur qui soit bon pendant 50 ans ou 100 ans. C'est que ça soit bon pendant une courte période de temps, ou quelques mois ou quelques années, devrais-je dire, de manière à ce qu'elle consomme continuellement une grande quantité d'appareils dans sa vie, qu'elle représente un flot constant d'argent, un peu comme quelqu'un qui a des immeubles à revenus. Bon, ben, à chaque mois, il reçoit des montants par rapport au loyer. Bon, ben, disons que le propriétaire d'une entreprise qui fait des téléphones intelligents, ce qui a intérêt, c'est que pas avoir nécessairement des clients qui achètent, le même client qui achète son appareil à tous les mois, mais disons à tous les 3 ans ou à tous les 5 ans pour avoir des sources constantes de revenus. Fait que c'est un petit peu ça le principe derrière ça, là. Donc, je m'intéresse beaucoup au capitalisme. Et puis, c'est sûr que mon intérêt pour la richesse, c'est un intérêt qui est un petit peu, les gens qui sont spirituels, fleurs bleues, m'auront peut-être pas parce que je m'intéresse à voir qu'est-ce qui fonctionne concrètement pour faire de l'argent, même si les entreprises dans lesquelles je vais investir, c'est pas nécessairement des entreprises que je suis en accord sur le plan moral. Je vais investir massivement dans l'entreprise Tesla, la célèbre entreprise de production d'auto électriques développée par Elon Musk. Bien que je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'ensemble de ces politiques. Pourquoi? Ben parce que je vise à faire ce qui marche. Puis, malheureusement, entre ce qui sont mes valeurs et les valeurs de la société, c'est deux choses. Dans le sens que l'entreprise Tesla n'a rien à voir avec les travaux de Nikola Tesla qui a mis de l'avant le concept d'énergie libre, là. Donc, les autos électriques développées par l'entreprise Tesla, c'est des automobiles qui sont faites pour avoir une durée de vie limitée, qui consomment de l'électricité, puis il faut se connecter à un réseau électrique. Donc, on peut être contrôlé. Puis à un moment donné, ben, la batterie de l'auto se décharge, donc il faut recharger. Tandis qu'une auto qui serait vraiment en relation avec le concept d'énergie libre développé par Nikola Tesla, ben, il n'y aurait pas de fil qui serait utilisé par l'auto pour se connecter à un chargeur de batterie électrique, que ce soit rapide ou ultra rapide. L'auto se déplacerait tout seul. La personne serait totalement autonome. Mais est-ce que notre société de consommation, de surconsommation à l'époque actuelle, c'est ce qu'elle va rechercher? La réponse, c'est non. Pourquoi? Ben, parce qu'on cherche à avoir des sources de revenus constantes qu'on peut contrôler plutôt que donner à une personne un véhicule qui serait comme bon tout le temps, là, qui n'aurait pas besoin de contrôle autant. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Pourquoi que je m'intéresse à l'investissement boursier alors que ça diverge de mes valeurs? C'est pour composer avec notre société, puis composer avec mes limites en tant que personne. Si je pouvais, par exemple, sur le plan personnel, m'auto-guérir tout simplement à 100% tout le temps avec l'utilisation d'une utilisation créatrice, je ne serais pas autant dans le capitalisme. C'est un choc de vie que j'ai connu lors de l'année 2023 où j'ai dû être opéré d'urgence au privé en ayant un problème de peau. Puis bien que je visualisais être en santé, etc., ça n'a pas fonctionné. Fait que là, suite à ça, ça m'a créé un choc. Puis comme je parlais tantôt, l'urologue qui me dit, ben, vaut mieux, dans le fond, se préparer au pire tout en espérant le mieux. Ben là, si on contrôle pas tous les paramètres de notre vie sur le plan physique, ben pour compenser, ça prend de l'argent. Puis pour avoir de l'argent, ben il y a un des moyens d'arriver naturellement, c'est l'investissement boursier. Donc, il y a toute une logique derrière mon propos. Puis depuis ce temps-là aussi, c'est bien dans un sens le problème de santé que j'ai eu. Parce que dans la vie, il faut apprendre à faire un usage positif, négatif, parce que
ça m'a amené à me déspiritualiser. Avant ça, j'avais beaucoup plus de naïveté spirituelle, de foi en les êtres spirituels. Certains vont parler des anges, certains vont parler des guides, certains vont parler des maîtres ascensionnés ou des entités sur le plan éthérique en relation avec la conscience supramentale. Mais aujourd'hui, je suis détaché de ces réalités-là. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il faut faire attention. Mais si on ne peut pas les invoquer ou obtenir des résultats concrets, ben, ça m'amène un certain détachement. C'est un peu comme par rapport à la religion catholique. Si on me dirait, ben, tu vas aller à la messe tous les dimanches, prier Jésus, mais ça va t'assurer une bonne santé physique tout au long de ta vie, ça serait pas pareil. Ou si j'avais vu ma tante qui est décédée il y a quelques mois, qui a été enterrée plus récemment, qui a passé sa vie à prier le bon Dieu puis Jésus, avoir connu une guérison miraculeuse en relation avec sa prière, j'aurais pas le même rapport avec la religion. Donc, j'ai pris une distance par rapport à la religion, bien que je peux respecter des gens qui sont croyants ou pratiquants, ça appartient à chacun. Mais avec le temps, je suis plus dans une démarche pratique, c'est-à-dire utiliser de manière efficace la science et la technologie auxquelles j'ai accès présentement pour améliorer mon sort. Ce qui implique la science et la technologie, bien, les ressources qu'on peut avoir dans le réseau public ou privé de la santé, mais aussi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle de ChatGPT, il y a d'autres plateformes aussi. On a beaucoup d'informations à caractère médical gratuitement, puis on peut dialoguer en relation avec des problèmes de santé avec l'intelligence artificielle. Moi, j'utilise souvent l'intelligence artificielle pour discuter de stratégies d'investissement. Des fois, elle m'amène des idées, comment dire, des critiques constructives, puis des idées que j'ai pas pensées. Puis, non, ça me nourrit. Donc, c'est assez particulier comme situation. C'est sûr que par rapport à ce que j'ai à dire dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, ben c'est de mentionner qu'il y a des outils qu'on n'avait pas autrefois accès, comme l'intelligence artificielle. Puis c'est sûr que quand que je parle d'intelligence artificielle, l'idée, c'est pas de vouer un culte à la machine et d'en faire un dieu là, naturellement, mais c'est de constater qu'à quelque part, il y a des éléments qui peuvent améliorer concrètement notre vie. Puis la pensée pragmatique, pratique, dans laquelle je m'inscris depuis plusieurs mois, étant, c'est ça, c'est tranchant par rapport à ce que j'étais dans le passé. Puis je comprends qu'il y a peut-être une bonne partie, en fait, de mon auditoire passé qui a décroché là, de mes enregistrements. Je m'intéressais à des questions d'éléments liés soit de la spiritualité ou de l'étude du supramental. Puis là, je passe à l'étude intensive du secteur financier. Là, c'est très différent. Puis souvent, les gens qui s'intéressent à l'autre spiritualité ou la conscience supramentale, dans certains cas, vont être hostiles à s'intéresser intensivement à la bourse ou à la finance. C'est comme ça. Mais c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que je veux pas dire que la réalité de l'esprit n'existe pas pour autant, mais elle a ses limites. Les limites, ben, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut invoquer l'esprit, méditer ou faire de la bénédiction intensive, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va être en santé optimale. C'est sûr que mon idéal est exigeant, je le comprends. En même temps, si on s'investit dans quelque chose, c'est comme légitime d'avoir un certain niveau de résultat ou de retour, là, tu sais. Tout dépendant de ses attentes, c'est quoi ses objectifs. Mais ses objectifs à soi sont propres à chacun. Moi, dans le domaine financier, c'est sûr, je ne me cacherai pas, je suis assez ambitieux dans le sens d'aller chercher du gros rendement à la hauteur du temps que je consacre puis de l'énergie là, dans mes études. Donc, c'est ce que j'ai à mentionner, mais le point que je veux faire, puis avec le recul, c'est que dans le passé, j'avais un regard critique par rapport à certaines personnes, par rapport au fait que, bon,
c'est intéressant de regarder les polarités dans lesquelles on peut s'inscrire. Quand on est dans une polarité plus spirituelle, on va critiquer, par exemple, le milieu capitaliste. On va dire c'est pas beau, tu as du monde qui font de l'argent sur le dos d'autres personnes, etc. Puis quand tu es dans le côté matériel, tu vas dire, ben c'est pas beau les gens dans la haute spiritualité parce qu'il y en a qui exploitent d'autres personnes en lien avec des croyances, puis développent des cultes, des sectes, puis il y a des gourous qui se forment par rapport à ça. Mais le point, c'est qu'à quelque part, tout sert dans la vie. Puis, ça prend un équilibre entre le volet plus terre à terre puis le volet plus éthéré de la conscience, à mon avis, là. Parce que sans ça, si la personne est juste à être à l'argent, ben à un moment donné, c'est une dimension limitative d'existence. Mais si on nie l'argent, puis la personne est dans une situation de pauvreté qui l'amène à souffrir ou elle n'a pas les soins de santé adéquats, faute d'argent pour consulter au privé où il y a des délais d'attente moins grands, ben là, ça devient une souffrance. Autant quelqu'un peut vivre une souffrance sur le plan psychique ou psychologique que financière, concrète dans la matière. Et pour s'équilibrer, ben, il faut être capable de prendre en considération différents aspects de l'existence simultanément. Il y a des gens sur le web que je vais écouter des vidéos, puis là, je réalise certaines choses, comme par exemple, par rapport à l'ésotériste Richard Glenn, qui a été beaucoup critiqué au fil des ans. Je pense entre autres à un ami que je connais qui l'a beaucoup critiqué. Il faut quand même donner à cette personne le fait qu'il passe son temps à étudier plein de choses, puis se garde actif sur le plan intellectuel. Puis à travers ses vidéos, il fait la synthèse d'informations sur une grande quantité de sujets qu'il réussit à bien vulgariser. Donc c'est sûr que Richard Glenn, qui est rendu à peu près à 80 ans, mais qui s'est gardé alerte sur le plan psychologique en faisant des études sur plein de sujets, parce que ça demande de l'énergie, ça a l'air de rien, mais de vulgariser des informations avec clarté, précision, comme il le fait, ça demande de l'énergie. Ça me faisait penser un petit peu comme il y a des gens qui vont mépriser les gens qui font des chansons de musique populaire avec des couplets, des refrains, puis des sonorités accrocheuses. Mais être capable de faire ça, bien que ça paraît simple, ça demande quand même de l'énergie. C'est pas fait avec l'intelligence artificielle, là, mais le point, puis je discutais de ça récemment avec une personne, c'est que les personnes qui se consacrent à quelque chose, que ce soit Richard Glenn dans le domaine des ésotéristes ou le philosophe jovialiste André Moreau qui continue encore aujourd'hui à écrire des livres, faire des dictées, prendre la parole à travers des vidéos sur le web, ben, ça demande de l'énergie. C'est probablement ce qui les garde vivants puis alertes. Parce que si on n'utilise pas une capacité, on a tendance à la perdre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'utilise ma capacité à communiquer puis à improviser. Là, ça fait environ 58 minutes que je parle. C'est sûr que je ressasse de l'information en lien avec des études, des observations, des réflexions, du mémoriel en lien avec mes dernières semaines. Là, je vous le cache pas, mais le point, c'est que si je suis capable de faire un discours, je garde ma capacité alerte de parole. Ça a ça comme utilité. Donc, à travers un enregistrement. Donc, utiliser ses capacités autant physiques qu'intellectuelles à tous les âges de la vie, alors que c'est pas nécessaire. Prenons par exemple le philosophe jovialiste André Moreau, qui en cette année 2026 est rendu à 85 ans. On s'entend que c'est pas nécessaire de continuer à écrire des livres, là, surtout qu'il a passé amplement l'âge de la retraite au Québec, étant 65 ans, pour recevoir pleinement là, la pension de vieillesse. Donc, le point, c'est qu'il a dépassé ça en fait de 20 ans. Je pense à Richard Glenn, il est rendu à 80 ans, mais il continue pareil à faire des vidéos sur le web alors qu'il n'en a pas besoin pour avoir la pension de vieillesse lui également. Le point, c'est que ces gens-là se sont consacrés à ce qui les passionne. Dans le cas d'André Moreau, c'est la philosophie. Richard Glenn, l'ésotérisme. Et c'est le fait qu'ils consacrent de l'énergie à ces études, à ces choses-là, que ça leur permet
conserver leur capacité intellectuelle, de rester alerte. Donc, c'est sûr que c'est une façon de préserver ses capacités d'aborder des sujets, continuer d'étudier pour ne pas sombrer dans la démence avec le temps. Donc, à ce moment-là, ben, c'est utile. Mais c'est la même chose pour l'entraînement physique où la personne qui continue au fil du temps, là, qui avance en âge, puis elle a toujours un jardin qu'elle s'occupe. Pourquoi? Ben, ou un animal de compagnie pour sortir dehors. Ça crée un prétexte pour se mettre à bouger. Puis d'aller à l'encontre de la programmation d'économie d'énergie liée à notre corps physique et biologique qui fait en sorte que l'être humain va être allergique, n'aimera pas en général faire des efforts physiques ou intellectuels parce qu'il est programmé pour économiser de l'énergie. Comme expliquait Olivier Babot, ben, c'est que pour ce qui est d'un muscle, dans le fond, que le muscle, la masse musculaire soit importante au sein d'un individu, ça demande une grande quantité d'énergie. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont choisir la voie de facilité puis ils ne feront pas de sport. Pourquoi? Ben, parce que ça demande de l'effort, faire du sport, ou même chose pour faire des études poussées là, à l'université ou autre. Là, lui, ce qu'il parle, ben, c'est le combat que la personne a à faire pour se maintenir en équilibre par rapport à l'époque de la flegme, c'est-à-dire une forme de paresse autant physique qu'intellectuelle, associée à l'abondance des ressources, que ce soit le sucre comme je parlais tantôt, mais l'intelligence artificielle qui devient une commodité, c'est-à-dire une marchandise. Donc, autrefois, l'intelligence, comme l'expliquait également Laurent Alexandre, qui est un conférencier dans le domaine de l'intelligence artificielle sur YouTube, ben, autrefois, l'intelligence, c'était quelque chose qui était rare. Pour former une personne, puis elle atteint un certain niveau de compétence, bon, ben, la personne, fallait qu'elle fasse un doctorat à l'université pour devenir une sommité dans une matière en lien avec un certain type de savoir. Donc, former quelqu'un, puis ça prend 30 ans, ça demandait beaucoup d'énergie. Et l'intelligence était rare. Donc, des spécialistes, des hyper spécialistes dans certains secteurs d'activité, ça ne courait pas les rues. Et là, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ben, n'importe qui, que ce soit dans le confort de son foyer ou la personne est tout simplement en auto là, avec l'intelligence artificielle, elle peut dialoguer sur un paquet de sujets. C'est comme si on était constamment, si on prend l'intelligence artificielle de ChatGPT, il y en a d'autres aussi, le Claude d'Anthropique ou autre. C'est comme si on pouvait avoir accès constamment à un hyper spécialiste dans tous les secteurs d'activité liés à la vie humaine. Donc, on peut rencontrer quelqu'un qui est spécialisé en finance, mais la personne ne sera peut-être pas aussi bonne sur le plan des connaissances en matière de santé ou en matière d'études de la philosophie. Tandis que là, on a accès à l'équivalent, comme l'expliquait Laurent Alexandre, à un polytechnicien dans plusieurs secteurs d'activité qui pourrait être un robot qui est également un laveur de vitres. Donc, avec le savoir d'un polytechnicien. Donc, on se dirige vers une période où ce qu'on va retrouver notamment des androïdes, des robots. D'ailleurs, c'est commencé là, avec l'entreprise Tesla, puis le robot Optimus qui sont en train de développer et de commercialiser. En fait, ils visent la commercialisation de masse là, dans les prochaines années, les prochains mois, où on va pouvoir retrouver à la portée de la main des robots qui vont faire des tâches qu'on n'aime pas nécessairement faire, comme par exemple laver des vitres, plier des vêtements à répétition, des tâches qui peuvent paraître ennuyeuses, mais qui vont avoir accès, grâce à l'intelligence artificielle, à un savoir de quelqu'un qui aurait fait des doctorats dans une grande quantité de secteurs d'activité, là. Donc, ça va être quand même assez spécial. L'époque vers laquelle on se dirige est celle de mutation accélérée et il faut se préparer à ça. Et une des manières de se préparer, ben, c'est d'être conscient des enjeux qui s'y rapportent, des enjeux de santé, là, naturellement, parce que si l'être humain est remplacé sur le plan de son travail physique, mais également intellectuel, ça va être quoi la place de l'être humain pour pas qu'il sombre dans un état de dépression puis de se sentir inutile. Donc, comment que l'être humain va définir sa place pour donner un sens à sa vie
Si le sens de sa vie, c'est plus de travailler physiquement ni intellectuellement, ça peut amener une crise existentielle importante, à moins que la personne soit de type jovialiste, qui va faire l'éloge de l'inutilité, un peu comme André Moreau. André Moreau, il disait, dans le cadre de l'une de ses pensées, ce philosophe jovialiste, il dit, si je sers à quelque chose, je suis un serviteur. Or, si je suis un serviteur, je ne suis pas libre et je ne suis pas le maître. Donc, à ce moment-là, ça nous ramenait au fait que si quelqu'un sert à quelque chose, ben c'est parce que à quelque part, il est comme une situation, ben, c'est ça, c'est comme un esclave, il n'est pas libre. Parce que dans la liberté, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il agit en fonction d'une finalité, qu'il y a une servitude. Si on prend par exemple les serfs qui s'occupaient de l'agriculture au Moyen Âge, leur fonction sociale, c'était de faire de l'agriculture au profit des seigneurs qui se nourrissaient des récoltes. Ou historiquement, ben, il y avait des gens qui prélevaient de l'impôt sur les récoltes qui étaient faites par une partie de la population, puis ils vivaient aux frais de cette population-là grâce à ça. Donc, le point, c'est de réaliser qu'on s'en va dans une époque où progressivement, les compétences intellectuelles, l'intelligence qui était rare devient quelque chose d'abondant. Un peu comme le sucre. En fait, en continuité avec mon propos de tantôt, le sucre dans la nature, c'est rare. L'intelligence dans la nature, il y en a. Certains animaux sont intelligents plus que d'autres, là, si on pense aux êtres humains, aux grands singes, ou même à un certain niveau, les corneilles. Ça me faisait penser, dans le fond, j'avais écouté un reportage qui expliquait que les corneilles sont capables, à travers le son qu'elles émettent, reconnaître des personnes spécifiques. Il y avait le cas d'un monsieur avec une casquette rouge que lorsqu'il passait, la corneille, dans le fond, faisait un croassement, un bruit, en fait, avec sa gueule, qui était tout le temps le même. Donc, qui était associé à la personne qu'elle percevait, ce qui témoigne qu'elle avait une capacité mémorielle d'information, puis qu'il y avait un code, un langage qu'elle avait articulé, là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que telle personne passe, ça fait tel bruit, tel son qu'elle produit. Une autre personne, tel son, ainsi de suite. Bref, l'intelligence dans la nature, c'est rare, puis on se dirige vers une époque comme le sucre, comme le gras, comme les produits salés, ça va être abondant. Là, c'est de voir quel usage qu'on va en faire. Pour nos ancêtres, de parler d'une époque où on aurait facilement accès à l'alimentation avec des fast-foods, des endroits avec des repas minutes un peu partout en société occidentale, des restaurants un peu partout. Ces gens-là auraient vu ça comme étant le paradis. Or, ça a entraîné des effets néfastes pour la santé. Donc, l'abondance d'intelligence, est-ce que générée par intelligence artificielle va générer des aspects néfastes qu'on ne perçoit pas présentement a priori? C'est la question que je pose. C'est sûr que ça risque de rendre l'être humain paresseux sur le plan intellectuel, un peu comme les étudiants que parlait Laurent Alexandre dans ses multiples vidéos que vous pouvez retracer sur YouTube, où les enseignants étaient confrontés à des étudiants qui faisaient des travaux parfaits en devoir, mais quand il venait le temps de faire quelque chose en classe, un travail en classe, c'était rempli de fautes. Mais il n'y avait pas de fautes dans les devoirs. Pourquoi? Parce qu'ils demandaient à l'intelligence artificielle de ChatGPT, entre autres, de faire leurs travaux scolaires à leur place. Et l'intelligence artificielle, je l'ai testé, ChatGPT, c'est vrai, elle écrit sans faire de fautes. Si je présente un document avec des fautes, puis je demande à l'intelligence artificielle de le réécrire, elle va le faire en enlevant les fautes, là. Donc, mais il y a une fonction aussi, là, je ne l'ai pas utilisée, là, où on peut demander à l'intelligence artificielle d'être en mode apprentissage avec nous, nous aider à apprendre, plutôt que de nous donner tout de suite les réponses, là, puis nous accompagner plus pour chercher les réponses par nous-mêmes. Donc, ça fait partie des enjeux de l'époque actuelle. Mais là, ça fait un peu plus 1 heure que je parle. Je vais vouloir compléter mon enregistrement d'aujourd'hui, qui est en lien avec
le sujet que je voulais aborder en détail, c'est-à-dire qui veut vraiment être en santé, qui veut vraiment être riche. En fait, une de mes grandes surprises, bon, dans certains secteurs, passer à la conscience supramentale, le fait que ça intéresse peu ou pas de gens, parce que ça a été un sujet que j'ai étudié à fond pendant plusieurs années là, sur ma chaîne YouTube. Bon, ça, je m'y attendais, mais quand est venu le temps de passer à quelque chose de plus basique, plus de base dans ma perspective, qui était susceptible de rejoindre plus de personnes, c'est-à-dire la richesse, comment devenir concrètement riche, notamment à travers l'investissement boursier, je m'aurais attendu que ça rejoint plus de personnes, mais c'est pas le cas. Ça a été l'une de mes surprises. Quand que je parle de ces sujets-là, je sais que c'est très technique. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça désagréable. Dans mon environnement, il y a des gens qui ont de la difficulté à me suivre un peu, trouvent ça compliqué. J'essaye sincèrement de bien vulgariser l'information, mais probablement que c'est le domaine de la finance, c'est un de mes domaines parce que pour moi, ça me paraît simple et évident plein de choses, mais je sais que c'est pas la même chose pour plein de personnes. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça très simple, par exemple, d'étudier les moteurs d'automobile, puis pour moi, ça va être perçu comme étant ardu. Pourquoi? Ben, c'est qu'on a des facilités chacun en fonction de certains secteurs. Moi, il y a des choses que, des fois, je regarde des gens, je comprends pas, qui n'allument pas que s'il y a un rendement sur un placement, c'est entre 3 et 5 ou un certificat de placement garanti que ça leur donne par année, que c'est moins avantageux qu'un fonds négocié en bourse avec option d'achat style HHIS qui va donner entre 24 et 30 mais semble entre 3 et 5, puis l'autre entre 24 et 30, il y a quand même un écart qui permet de voir que tu vas faire plus d'argent. Tu sais, si quelqu'un met 100 000 puis ça lui donne 30 000 30 de rendement à la fin de l'année, c'est mieux que 100 000 puis ça lui donne juste 3 puis qui revient à 3 000 Il me semble que ça me paraît évident, là entre 3 et 30 que c'est plus avantageux 30 mais ça dépend des gens. Puis il y a des risques aussi associés à ça que le certificat de placement garanti n'aura pas. Si on garantit le taux d'intérêt, l'autre n'est pas garanti, mais il peut fluctuer. En tout cas, pour ce qui est d'HHIS, il avait fluctué entre 24 et disons 30 de ce que j'ai vu. Mais il ne tombera pas à zéro, là, j'ai l'impression. Là. Mais bon, tout ça peut être sujet à discussion. Naturellement, investir comporte des risques. Et comme j'ai fait allusion à un titre spécifique il y a quelques instants, je dois vous aviser que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Investir comporte des risques. Mais le point, c'est que pour s'enrichir, il faut faire concrètement qu'est-ce qui fonctionne. Si, par exemple, d'investir dans l'entreprise Palantir permet de s'enrichir parce qu'elle donne des gros rendements, ben, puis qu'on soit d'accord ou pas qu'elle est en lien avec un agenda gouvernemental de contrôle de la population par rapport à faire l'utilisation de l'intelligence artificielle de manière à surveiller les gens un peu partout dans le monde pour éviter des attaques terroristes, mais aussi surveiller la population civile en général, comment dire, quelqu'un qui veut investir et s'enrichir, ben, il faut qu'il soit capable de faire qu'est-ce qui est payant. C'est sûr qu'il y a une question morale aussi qui peut entrer là-dedans, mais encore là, tout ça peut être sujet à discussion. C'est un peu comme les fameux fonds d'investissement qui sont supposés être éco-responsables. Si on gratte un peu, on se rend compte que finalement, les entreprises sont supposées être écologiques, mais c'est pas nécessairement le cas dans les faits. Ils se présentent comme étant écologiques avec du vernis social, mais si, par exemple, l'entreprise a fait des autos électriques, on se rend compte que finalement, ça génère de la pollution, notamment par rapport à la batterie d'automobile à la fin de la vie utile de l'auto qui crée un déchet, ben, ça demeure quand même problématique. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de solution parfaite, puis la solution qui apparaît aux yeux parfaite de certaines personnes peut se rapporter à certaines failles qui échappent à la personne, puis au bout de la ligne, on se rend compte que finalement, l'auto électrique qui nous a été vendu comme étant la solution miracle pour arrêter la production de gaz à effet de serre en génère aussi si elle n'est pas utilisée à une certaine échelle, dans le sens que si, par exemple, produire la batterie d'une auto électrique
Dans le fond, ça occasionne une certaine quantité de gaz à effet de serre, puis ça prend au moins à 3 à 5 ans d'utilisation pour que ça soit annulé par rapport à une auto à essence. Puis la personne est dans un mode de consommation, puis elle utilise l'auto électrique un an, puis elle change d'auto à chaque année. Ben, ça demeure plus polluant qu'une auto à essence si elle ne l'utilise pas pendant une certaine quantité de temps. Puis en même temps, ben, les constructeurs automobiles n'ont pas intérêt à ce que leur auto électrique soit nécessairement durable très longtemps, parce qu'un peu comme pour les téléphones cellulaires que je mentionnais, ils ont intérêt à ce qu'ils changent rapidement. Mais il ne faut pas qu'ils changent trop rapidement, parce que sans ça, l'auto va être présentée et décriée par des critiques comme étant un citron. Mais c'est là que ça devient tordu. Il faut que l'auto fonctionne au moins un certain nombre d'années, peut-être entre 5 et 15 ans, mais pas nécessairement plus pour que ça soit rentable pour la compagnie qui est fait. Mais si ça fonctionne moins de 5 ans, ben, les gens ne seront pas intéressés à l'acheter. Ils vont dire que ça ne dure pas assez longtemps. Fait une partie de la population, tout ça est délicat. Je regardais ça un peu, la question de la durée de vie des produits, comme étant, bon, faut pas que l'auto plante le lendemain de l'achat parce que ça va être problématique pour si la personne a une garantie en lien avec la durée de vie. Il y aurait trop d'autos à changer, mais il ne faut pas non plus qu'elle dure trop longtemps si l'entreprise va en vendre d'autres aux clients. Mais il faut que ça dure une certaine quantité de temps pour que la compagnie ait une certaine notoriété, qu'elle soit bien vue par le client actuel ou potentiel. Fait que tout ça, c'est subtil. Mais qu'est-ce que je dois dire? Ah oui, c'est que quelqu'un peut vouloir être en santé sur le plan physique, psychologique, santé financière, mais ça prend une combativité pour parvenir à cet état d'être et de le maintenir dans le temps. Dans le sens qu'on est confronté à des programmations biologiques, comme je le disais tantôt, par rapport à l'intérêt pour le sucre, matière sucrée, matière salée, qui peuvent être nuisibles. Puis, on est confronté à des programmations sociales associées à la société de consommation, voire surconsommation, qui vont s'opposer à ça. Bref, pour être en santé sur tous les plans, ça prend une volonté puissante de parvenir à cet état et de s'y maintenir dans le temps. C'est pas une partie de tout repos. Puis la santé, c'est un état d'équilibre ponctuel dans la vie d'une personne qui est très fragile, qui est très précaire, qui est très fluctuant en fonction de différentes variables comme le vieillissement de la personne, mais aussi l'exposition à des polluants, l'exposition à des comportements sociaux qui peuvent être néfastes. Puis, pour être riche puis en santé, à mon avis, ça prend une volonté individuelle très forte, aussi marginale, parce que la plupart des gens de la masse ne sont pas conditionnés par la publicité pour l'être, dans le sens qu'un client qui est rentable pour une entreprise, c'est un client qui consomme ou surconsomme, non pas que la personne vive dans la simplicité volontaire, mais pour parvenir à être riche, ben, un des moyens, ben, c'est d'économiser, vivre simplement, puis user les choses au fil du temps le maximum qu'on peut avant de les changer. Je vis en fonction d'une mentalité ancienne. Au moment où je vous parle, j'ai 45 ans, mais je me sens plus proche de gens plus âgés, nettement en âge que ceux de ma génération, qui carburent pas au crédit puis en l'endettement. Dans le sens, les gens qui achetaient des choses dans l'optique des user à la corde, l'user totalement, plutôt que d'échanger constamment. Donc, ou tirer profit au maximum de certaines choses. Il y a plusieurs années, lors de l'année 2012, j'avais aménagé dans un logement. Le propriétaire ancien avait laissé un manteau dans le logement, un manteau en bon état, et le manteau était de ma taille, il me faisait. Donc, je me suis mis à porter le manteau. 2012, on est en 2026, ça fait 14 ans. Puis le manteau est toujours bon. Je l'utilise toujours. Pourquoi le changer alors qu'il est encore en bon état? Pour des raisons de mode? Voyons donc. C'est un peu ridicule. Mais
au lieu d'acheter constamment des manteaux, imaginez quelqu'un qui change de manteau à chaque année ou à tous les 2, 3 ans, ben, c'est des dépenses que j'ai pu sauver. Puis lorsque j'ai à ce moment-là de l'argent que j'utilise pas pour l'habillement, ben, je peux l'utiliser pour l'investissement. Même chose par rapport au fait d'avoir un enfant. Souvent, les gens vont dire, ben, avoir un enfant, c'est très dispendieux. Oui, dans une certaine mesure, mais en même temps, si on achète des jouets qui sont usagés, ben, à ce moment-là, ben, ça permet d'économiser de l'argent pour placer de l'argent pour l'enfant par la suite, pour prendre un REE, Régime Épargne Études, ce qu'on cotise, dans le fond, ma compagne et moi, là, par rapport à notre fille, on a cotisé au fil des ans, où on place d'un montant d'argent jeune qui va croître avec le temps. Puis, donc, en achetant des jouets usagés, on fait beaucoup des vêtements usagés aussi, on fait beaucoup d'économies. Donc, par rapport à notre enfant qui change régulièrement de vêtements, un enfant en bas âge, prenons par exemple, surtout la période 0 2 ans, il y a beaucoup de changements corporels. L'enfant change beaucoup par rapport à son poids, ainsi de suite, sa grandeur. Donc, je suis heureux, c'est sûr, en certaine mesure que ma compagne et moi, on aille dans le même sens là, par rapport à ça, parce qu'on achèterait juste des items qui sont neufs, ça coûterait plus cher. Il y aurait moins d'argent à placer pour faire de l'investissement, pour faire croître ça dans le temps. Donc, c'est ce que j'ai mentionné. Mais c'est sûr que pour la richesse, parvenir à la richesse, idéalement, ben, c'est d'être capable de dire non à la société de consommation, de surconsommation, d'être bien entouré de personnes aussi qui ne mettent pas en échec. Quelqu'un, par exemple, peut travailler comme comptable, comprendre très bien la fiscalité dans l'optique de faire de l'optimisation fiscale et d'économiser de l'impôt. Mais si la personne a une conjointe qui est dépensière, beaucoup de ses efforts pour économiser vont être mis en échec. Mais ça peut être aussi l'homme qui est dépensier. C'est pas si pire qu'une femme. Là. Il y a des femmes qui peuvent être très économes, puis c'est le conjoint qui dépense beaucoup, puis qui s'endette, qui crée un déséquilibre au niveau financier par rapport au couple. Ça dépend des gens. C'est sûr qu'idéalement, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Moi, c'est sûr que présentement, je suis dans un mode très austère, mais en même temps, c'est toujours de constater est-ce que, objectivement parlant, le mode plus opulent apporte une satisfaction plus réelle, dans le sens que je regarde des fois sur Internet des influenceurs avec des maisons de luxe, des autos de luxe, mais objectivement parlant, est-ce que ces gens-là sont plus heureux en proportion? Dans le sens que j'avais déjà regardé il y a quelques années le niveau de bonheur d'une personne en lien avec son niveau de consommation. Oui, la capacité de consommation puis de répondre à ses besoins au niveau physique, matériel, a un impact sur le niveau de bonheur, mais dépasser les besoins de base qui sont d'être logé, nourri, alimenté, il n'y a pas une corrélation exponentielle entre les deux, dans le sens, c'est pas parce que la personne va vivre, va gagner, va passer de 100 000 de revenus annuels à 200 000, 300 000 ou 400 000, quelqu'un qui passe de 100 000 à 400 000, qu'elle va être 4 fois plus heureuse là, au bout de l'année. Là. Ça ne marche pas comme ça là, par rapport à l'évaluation subjective de l'état de bonheur. Quelqu'un qui ne mange pas à tous les jours, puis qui passe à un repas par jour ou 3 repas par jour, elle va augmenter significativement son niveau de bonheur, inquiétez-vous pas. Mais dépasser un certain seuil, c'est pas une progression qui est exponentielle entre les deux variables. Donc ça, c'est important de bien le savoir et de le comprendre parce que la richesse a ses limites pour parvenir au bonheur, bien que ça peut aider, surtout pour répondre à des besoins de base. Là, si je pense entre autres à ma tante décédée que je vous parlais tantôt, elle, ça a été, avec le recul, quand que je regarde sa vie, je trouve ça horrible, là, dans le sens que a passé une bonne partie de sa vie en CHSLD, merci des préposés aux bénéficiaires. Donc, s'il y en avait un qui était disponible, elle pouvait être accompagnée pour aller aux toilettes. Si ce n'était pas le cas, ben, soit qu'elle se retienne, ce qui est un état de souffrance, ou qu'elle fasse ses besoins, dans le fond, dans une culotte de continence.
Donc, ce qui n'est pas agréable, là, naturellement. Là, Donc, elle a connu ça pendant plusieurs années. Si elle avait été plus riche, comme disait Laurent Alexandre, avec humour, dans beaucoup de ses enregistrements, ben, c'est sûr, quelqu'un qui est plus riche, au lieu d'être changé, mettons, 2 fois par jour, avec des couches culottes en, en résidence de personnes âgées, en France, des EHPAD, ça serait 6 fois par jour au lieu de 2 fois. C'est sûr, ça fait une différence là. Quelqu'un qui est changé 6 fois par jour au lieu de 2 fois par jour. En effet, c'est sûr que ça aide, hein? Quelqu'un qui est plus riche, mais ça ne donne pas l'immortalité sur le plan physique. Mais là, présentement, il y a les transhumanistes, notamment avec l'entreprise Google, qui travaillent à rendre l'être humain immortel sur le plan biologique. Comme l'expliquait Elon Musk, qui est un visionnaire de l'époque actuelle, propriétaire de l'entreprise Tesla que je parlais récemment, lui, ce qu'il expliquait, il dit, si on observe que, par exemple, le corps biologique des différents organes vieillissent simultanément, eh bien, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a une programmation qui fait qu'ils vont vieillir d'une certaine façon. Donc, il suffit de modifier la programmation, un peu comme une programmation informatique. Ben, à ce moment-là, le vieillissement humain peut être changé, peut être modulé. Il y a certaines espèces animales qui vont vivre plus longtemps que des êtres humains. Donc, c'est de comprendre ça, dans le sens que si, par exemple, une souris qui est jeune vit un tiers de plus de vie que l'autre souris qui ne jeûne pas, on peut en tirer des conclusions. Puis il y a d'autres êtres biologiques, que ce soit des singes ou même des êtres humains, qui peuvent augmenter la longévité en lien avec le jeûne. Là. Mais le point en lien avec Elon Musk qui disait, ben, c'est comme un... Parce que lui, dans le fond, il y a une mentalité d'ingénieur. C'est comme un programme informatique. Il suffit de modifier le programme, puis comment dire, il suffirait que l'être humain soit modifié sur le plan génétique, puis il ne vieillira pas aussi rapidement. Puis là, c'est sûr que présentement, là, ça va être un dossier à suivre, ça va être de voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années par rapport au fait qu'aux États-Unis, puis en Chine, entre autres, ils vont chercher à développer des technologies pour optimiser l'être humain. Présentement, sur le plan de l'investissement, d'ailleurs, j'ai investi dans des fonds à négocier en bourse qui sont, dans le fond, améliorés avec des effets de levier de 0,25, si je prends ça au HHIS, développé par la firme Harvest, avec l'enhancement, je vais essayer de m'exprimer adéquatement en anglais, donc qui sont rehaussés. Bon, on a des fonds négociés en bourse avec options d'achat qui sont rehaussés, mais il y aura éventuellement sans doute des êtres humains rehaussés. Là. C'est sûr, on tombe dans l'eugéniste, mais comme l'expliquait Laurent Alexandre avec la théorie des jeux, il dit, je suis d'accord avec lui là-dessus, il dit si des gens comme en Europe décident, par exemple, de ne pas développer certaines technologies, bon, que ce soit au niveau génétique ou l'intelligence artificielle, mais si on prend l'intelligence artificielle parce que il peut y avoir des usages non éthiques qui sont faits avec ça par rapport à certaines valeurs occidentales, ça représente certaines menaces, certains enjeux par rapport à la démocratie. Si on se retient de développer l'intelligence artificielle au cas où que ça pose problème, puis on s'occupe tout simplement de légiférer pour évaluer, pour éviter les abus potentiels, ben on prend du retard. Les gens en France, ben c'est sûr qu'ils ont développé, oui, l'entreprise Mistral, mais on s'entend que c'est pas une entreprise qui a une aussi grande valorisation que OpenAI ou DeepSeek en Chine. Donc, qui a autant de ressources de ce que je comprenais là, que d'autres compétiteurs qui sont beaucoup plus gros, notamment les entreprises de la Silicon Valley. Mais le fait de dire ben on fait pas telle chose, ça n'empêche pas que ça se développe pareil. C'est juste qu'on prend du retard. C'est un peu un cercle vicieux. T'sais. Si les gens de bonne volonté disent ah, au cas où que ça peut être mal utilisé l'intelligence artificielle, on n'accepte pas que ça se développe massivement comme en Chine, aux États-Unis,
Eux autres qui n'ont pas de réglementation nous regardent prendre du retard, puis ils sont morts de rire parce qu'ils prennent le leadership à ce moment-là au niveau économique. Comme l'expliquait Laurent Alexandre, ben, probablement que dans quelques années, la langue principale que les gens vont parler en France, ça va être le mandarin, puis le français va devenir une option régionale, locale. Puis on peut faire copier-coller pour le Québec. Ça va être soit l'anglais, langue principale, puis le français comme langue dialecte régional optionnel. Pourquoi? Parce que celui qui maîtrise la super intelligence artificielle, l'AGI, qui va avoir des capacités plus grandes que l'être humain, va être en mesure, un peu à l'image d'un dieu, de contrôler beaucoup d'aspects de la vie de la société humaine, de la civilisation, puis avoir une productivité augmentée, rehaussée, pour reprendre la notion d'enhancement. Puis les êtres humains rehaussés, qui vont être le fruit de manipulation génétique, vont avoir une plus grande productivité, plus grand quotient intellectuel ou autre. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, de ce que je comprends, c'est que probablement que présentement, au moment où on se parle en Chine, sont en train de développer des êtres humains améliorés, puis dans l'économie de demain, ça va être soit les êtres humains qui ont les plus gros quotients intellectuels ou qui vont avoir des prothèses cognitives en relation avec le Neuralink pour compenser leurs défaillances intellectuelles, qui vont être suffisamment capables de compétitionner l'intelligence artificielle pour être capable de travailler sur le marché du travail, et le reste de la population, c'est sûr, c'est une vision sombre de l'avenir, quand même pessimiste, vont être faire partie des masses inutiles. Parce que comme l'expliquait Yuval Noah Harari, bien entendu, je dois préciser, puis je vais essayer d'être assez clair là-dessus, que je ne suis pas nécessairement d'accord là-dessus, c'est qu'il va y avoir d'un côté les dieux, puis ensuite les masses inutiles. D'ailleurs, ça a été le chapitre d'un de ses livres qu'il a publié. Yuval Noah Harari qui a développé le concept d'Homo Deus, d'où le titre d'un certain de ses livres, Homme-Dieu. L'homme-Dieu, c'est quoi? C'est celui qui a le potentiel augmenté, amélioré, grâce à la science et la technologie. Donc, pendant des millénaires, l'être humain a été codé par la biologie sur le plan physique et éventuellement, l'être humain développe la capacité de se programmer lui-même, programmer le vivant. On l'a vu, hein, à travers les manipulations génétiques. On développe, par exemple, des espèces animales ou des espèces végétales qui n'existaient pas autrefois. Dans le domaine de l'agriculture, si on développe des sortes de plantes qui résistent au froid, au gel, au sol pendant la nuit, qui sont plus résistantes. Bon, ben, c'est la manipulation génétique que fait l'être humain dans l'optique d'améliorer. Ou si on prend au niveau de l'agriculture par rapport aux poulets qui deviennent rapidement obèses, donc des poulets qui sont modifiés génétiquement pour engraisser rapidement, pour créer une grande quantité de masse de chair, de protéines. Prenons par exemple un poulet qui, à l'époque actuelle, ça prend 6 semaines, un mois et demi, entre sa naissance et le moment de sa mort pour devenir un poulet bien gras, qui peut écraser sous le poids de sa masse par rapport à ses pattes qui sont incapables de soulever le poids de sa masse grandissante au fil des jours. On a développé ça à travers, dans le fond, l'agriculture industrielle. C'est quelque chose. Mais malheureusement, ben ça, c'est ma subjectivité qui amène à dire malheureusement, on peut utiliser des techniques au niveau humain pour améliorer l'être humain, puis ceux qui ne sont pas améliorés font plus partie de la course. Dans le sens que si on, comme là, aux États-Unis, il y a ce qu'expliquait Laurent Alexandre, là, il en parle souvent dans ses vidéos. Aux États-Unis, il y a un sondage qui aurait été fait où il était question que 38% des gens accepteraient que leur enfant soit manipulé génétiquement pour être plus intelligent dans l'optique de compétitionner l'intelligence artificielle ou être capable d'avoir sa place sur le marché du travail dans un contexte qu'elle augmente en puissance de manière exponentielle au fil du temps. C'est un enjeu de société. Puis là, il y a des entreprises qui font de ce qu'on va appeler, ils vont sélectionner l'embryon d'un enfant à naître à l'égard de l'ADN, c'est important par rapport à son intelligence. Donc, on évalue
l'ADN d'un embryon, puis on sélectionne les embryons les plus intelligents. Donc, faire une sélection en lien avec le potentiel d'intelligence d'un être humain à venir, plutôt que fonctionner comme autrefois l'autogénétique, euh, comme ça a eu cours précédemment, où tu as des enfants qui naissent qui sont peu ou pas intelligents, d'autres très intelligents sur le plan du quotient intellectuel. Donc, on s'en va vers une forme d'eugénisme qui va, aux yeux de certaines personnes, être perçu comme étant légitimé par rapport à la menace de l'intelligence artificielle qui compétitionne l'être humain. Donc, faire face à la menace de l'intelligence artificielle qui croît de manière exponentielle, il faut que l'intelligence humaine croît de manière exponentielle pour ne pas être soumis à elle ou être remplacé totalement sur le marché du travail ou par rapport aux différentes activités. Fait que ça, c'est un enjeu de société. Est-ce que je suis d'accord avec ce qui se passe présentement sur le plan éthique et moral? La réponse est non. Par contre, je suis obligé de constater un peu comme la loi des jeux que si, par exemple, il y a des pays comme la France qui prennent du recul ou le Canada à l'égard de l'intelligence artificielle, alors que tu as des méga entreprises américaines de la Silicon Valley ou de la Chine qui prennent le devant, ben c'est eux autres qui vont dominer tantôt l'espace sociétal là, avec leur technologie. Il faut en être conscient. Donc, c'est un peu plate, la vie. C'est comme si une entreprise, si quelqu'un ne développe pas quelque chose parce qu'il trouve que c'est pas correct, mais tous les autres le développent, ben c'est lui qui prend du recul, puis c'est lui qui en paye le prix, puis qui va être soumis à l'autorité de l'autre qui a une puissance de calcul plus grande. Parce que derrière ça, l'un des enjeux, ben, c'est la rapidité de calcul qui donne un avantage compétitif à une entreprise, à un pays ou une civilisation sur une autre. Puis c'est un élément qui peut servir d'outil de domination. Donc, l'outil de domination technologique, on l'a vu dans le passé, dans le sens qu'il y a eu des puissances industrielles qui dominaient d'autres pays parce qu'il n'y avait pas les mêmes capacités de production. La Chine, historiquement, en a beaucoup souffert de son retard industriel qui l'a amené en situation de faiblesse au fil des siècles. Et c'est sans doute l'une des raisons qui fait que, présentement, elle cherche à être une pionnière en matière de développement d'intelligence artificielle. Donc, la Chine qui avait copié les procédures par exemple, de produire de la façon de faire pour produire des autos en masse de pays occidentaux, d'entreprises occidentales, veut non pas copier les Occidentaux, mais avoir un pas d'avance sur eux en étant un régime centré sur l'innovation. Donc, ça va être quelque chose à suivre naturellement. Mais le point, c'est que la Chine a souffert pendant une longue période du temps d'un retard industriel qu'il a fallu qu'elle rattrape sur plusieurs décennies. Puis j'ai l'impression qu'à cause de ça, elle ne veut pas prendre du retard par rapport au développement et l'introduction des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Et ce qui fait en sorte, entre autres, que les jeunes en Chine, les jeunes enfants, vont, à partir de l'âge de 6 ans, à apprendre au niveau de leur cursus scolaire à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, puis aussi, les jeunes ne passeront pas leur journée devant TikTok comme on a en Occident. Pourquoi? Ben parce que ça peut être nuisible sur le plan cognitif. J'ai l'impression qu'on va développer un réseau de gens très connaissants en matière de sciences, des ingénieurs en Chine, qui vont non seulement rivaliser avec ceux en Occident, mais les dépasser en termes technologiques là, sur certains points. Mais il faut toujours avoir en tête que la Chine, c'est une dictature et que la dictature a des effets pervers aussi et qu'à quelque part, ça a ses limites aussi. Sinon, ben, c'est ça, j'ouvre les parenthèses sur certains sujets, mais est-ce que le développement de l'intelligence artificielle peut servir la santé de l'individu puis l'enrichir? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Ben, ça met à disposition de l'être humain des ressources qu'il n'aurait pas autrement.
Donc, c'est ça que j'ai à mentionner là, par rapport au développement rapide puis accélérer l'intelligence artificielle. Moi, je ne m'en prive pas de l'utiliser. Par contre, je suis conscient que ça a ses limites. J'essaye aussi quand même de faire des choses par moi-même. À un moment donné, je me suis dit, bon, je vais écrire le texte par moi-même au lieu de demander à l'intelligence artificielle d'écrire totalement à ma place. Puis par la suite, je vais demander à l'intelligence artificielle c'est quoi les choses à ajuster à l'égard de mon texte et prendre en considération ces ajustements. Comme ça, au moins, je continue à faire un effort intellectuel au lieu de dire, ben, sur tel sujet, écris-moi un texte de A à Z. Donc, je développe quand même ma capacité de le faire à un certain élément pour pas non plus que mes capacités intellectuelles s'atrophient trop rapidement. Voyez-vous, tantôt, ça faisait à peu près 1 heure d'enregistrement. Je me suis dit, je vais compléter l'enregistrement. Puis là, finalement, ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'enregistrement. Donc, ma parole est quand même assez abondante. Là, ça fait 1h40 d'enregistrement que je fais. Je pensais pas de parler autant, mais lorsqu'on parle, c'est un peu comme une mécanique. Plus qu'on parle, plus qu'il peut nous venir en tête des idées qui nous amènent à parler davantage. Fait que c'est un petit peu comme une roue qu'on active, comme un moulin. Certains vont parler de boulet à parole, qui va faire en sorte que plus qu'on parle, plus qu'on peut avoir envie de parler, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je continue à parler. Mais là, je vais arrêter de parler. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.